la baie de l'Aiguillon. Depuis des centaines d'années, ces vasières fécondes, baignées par les eaux de l'Atlantique, engendrent et perpétuent la vie sous toutes ses formes. Sans jamais en épuiser les ressources, des générations d'hommes et d'oiseaux se sont succédées sur ce gigantesque cœur qui bat au rythme des marées. Si les oiseaux pouvaient compter l'histoire de leurs ancêtres, sans doute parleraient-ils d'un temps où leurs nuées obscurcissaient le ciel au moment des migrations. Temps où baie de l'Aiguillon et actuel marais Poitevin ne faisaient qu'un. La mer occupait alors un vaste golfe de 80 000 hectares, le golfe du Poitou, parsemé d'îles et d'îlots. Mais dès l'époque gallo-romaine, abrité des fortes houles marines, celui-ci s'envase, se comble. Des présalés s'installent, la mer doit battre en retraite. Au XIIe et XIIIe siècle, les moines cisterciens et bénédictins élèvent des digues et creusent des canaux qui consacrent définitivement la séparation de la terre et de l'océan. La guerre de Cent Ans, puis les guerres de religion, interrompent ces travaux. Des financiers locaux et hollandais les relancent au XVIIe siècle et entreprennent d'assécher l'intérieur du marais. Pendant plus de 2 siècles encore, jusqu'en 1965, l'homme continue de conquérir de nouvelles terres, repoussant toujours plus loin les limites de l'océan. Peu à peu, il modèle la baie de l'Aiguillon, relique d'un golfe aujourd'hui disparu. La vase qui occupe la baie de l'Aiguillon n'est pas une boue morte et nauséabonde, elle respire. Elle respire à la cadence des milliards de petits organismes qui s'y développent. Dans chaque goutte de ce mélange magique de terre et d'eau, la vie s'exprime avec frénésie. Les diatomées, des algues microscopiques, sont à l'origine de cette profusion de vie. Elles se multiplient à l'infini pour former sur la vase de vastes prairies sous-marines. Des troupeaux de gastéropodes, à peine gros comme des grains de riz, les hydrobies, y broutent inlassablement, en compagnie de bancs de mulets tout aussi gourmands. À la marée montante, l'eau se charge d'une riche infusion de plancton et de matières organiques. Les coques l'absorbent à l'aide d'un siphon. Tous les coquillages de la baie, les coques, l'avignons, huîtres et moules, s'alimentent de la même manière. En été, une seule moule adulte est capable de filtrer plus de 100 litres d'eau par jour. Dans la baie de l'Aiguillon, l'élevage des moules constitue la principale activité économique. À l'âge de 8 à 12 mois, les jeunes moules sont installées sur des pieux de chêne fichés dans la vase, des bouchots en langage poitevin. Elles s'y fixent et, grâce à l'abondance de nourriture, peuvent être récoltées moins d'1 an plus tard. La baie de l'Aiguillon est le plus grand centre mythilicole de France. On y produit annuellement 5 à 6 000 tonnes de moules sur quelques 500 km de bouchots.
Ici, le chalutage côtier est la technique de pêche dominante. Sole, bar, merlu, tourteaux, sèches, crevettes et coquilles Saint-Jacques sont les principales espèces recherchées. Pour les oiseaux, qui effectuent un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à chaque migration, le petit port de l'Aiguillon et la mosaïque de ses parcs à huîtres sont reconnaissables de très haut. La baie est pour certains une escale sur la route du Sud. Pour d'autres, c'est l'ultime étape de leur grande croisière annuelle. À l'image des oiseaux, l'homme a su pallier les contraintes imposées par la mouvance du terrain. Mais, contrairement aux apparences, pêcher les lavignons n'est pas une simple partie de plaisir. Même la domestication, pourtant ancienne, des huîtres, si fine au palais que les Romains les appréciaient déjà, n'a pas dispensé d'efforts l'homme de la baie. Ici, la mer impose son rythme. Les hommes et les oiseaux sont forcés de s'y conformer. Le flot montant chasse les oiseaux qui répugnent à nager. Ces petits échassiers qu'on appelle limicoles profitent jusqu'au dernier moment de la nourriture dispensée par la vase. Mais bientôt, ils doivent battre en retraite et rejoindre le gros de la troupe vers des endroits plus secs. Des courlis au bec courbe, en passant par les petits bécassos,
jusqu'aux barges au bec retroussé, tous finissent par se replier. Et puis il y a les grandes marées, celles où la mer envahit les présalés. Heureusement, tous les mammifères savent nager. Mais pour le petit campagnol, un danger peut en cacher un autre. La panique qui le saisit lui fait faire, par substitution, une toilette bien dérisoire. Tandis que dans le ciel virevoltent les limicoles, les barboteurs de toutes plumes se sont donné rendez-vous sur la baie inondée. Peu à peu, la mer se retire, le calme revient sur la vasière, tous les limicoles se posent et la quête de nourriture reprend. C'est aussi le moment du repos, à la manière des oiseaux, le bec sous l'aile, une patte repliée.
Non, la baie n'est pas le repère d'affreux braconniers, mais un terrain d'étude idéal pour les ornithologues qui cherchent à élucider les mystères de la migration. Après la capture nocturne, chaque petit migrateur est soigneusement pesé, mesuré et identifié par la pose d'une bague légère. Celle-ci fournira, dans le cas d'une reprise, de précieux renseignements sur ses voyages intercontinentaux. La baie se trouve en effet située sur la grande voie atlantique de migration, voie qui draine vers les zones humides de l'Afrique des millions d'oiseaux venant du Groenland, d'Europe du Nord et de Sibérie. Ainsi, un bécasso maubêche bagué en Angleterre fut repris 8 jours plus tard au Libéria, au cœur de l'Afrique noire. Il avait parcouru 700 km par jour pour rejoindre son lieu d'hivernage. 248. Allez, ciao. Pour les bécassos maubêches aux merveilleuses livrées nuptiales, la baie de l'Aiguillon n'est qu'une très courte escale. Leur voyage de printemps s'achèvera dans l'extrême nord du Groenland, où ils élèveront leur nichée pendant le très bref été polaire. De nombreuses espèces ne font ici qu'une étape gastronomique. Elles reprennent des forces avant de poursuivre leur long périple vers le nord. Seuls de petits passereaux, après avoir hiverné sous le soleil africain, choisissent de nicher sur le pourtour de la baie. Ils construisent leur nid dans l'herbe touffue, à l'abri derrière les digues de front de mer. Gorge bleue et fauvette grisette ont installé leur famille à l'abri des regards indiscrets. Chez les fauvettes, on se relaie pour tenter de satisfaire une progéniture insatiable. Chaque fiente doit être immédiatement évacuée. L'homme profite de la sécheresse de l'été pour s'aventurer sur les prés salés, appelés ici misotes, favorisant ainsi l'hivernage futur des oiseaux dans l'herbe rase. En raison de sa forte teneur en sel, le foin récolté là est très apprécié par le bétail. Non loin de la baie, sur la réserve biologique de la Pointe d'Arcet, les premiers migrateurs sont de retour. Là, ils côtoient une autre espèce de migrateur avide de soleil. Les bécassos sanderling s'affairent à attraper des puces de mer, leur mets préféré. Quant aux tournepierres, de retour du Groenland, ils font une pause. Une pause, histoire de se dégourdir un peu les pattes.
C'est à la fin de l'été que fleurissent en baie les présalés. Astère et lavande de mer se parent de violet. La terre semble prendre alors une revanche colorée sur la mer. Même la salicorne arbore de minuscules fleurs jaunes. Des oiseaux rares, comme la sterne caspienne, profitent du moment pour s'arrêter, l'espace de quelques heures ou de quelques jours. Et sur les polders de la baie, les hérons se livrent à un curieux manège. L'automne est là, qui teinte de braise les salicornes et coiffe les astères d'un toupet blanc. Pour les alevins d'Anguille, les civelles, la baie de l'Aiguillon est aussi une étape vitale, la dernière avant les rivières de leurs ancêtres. Ces civelles sont nées dans les profondeurs de la mer des Sargasses, tout là-bas dans l'Atlantique Nord. Il leur a fallu 3 ans pour venir jusqu'ici. Elles font depuis longtemps l'objet d'une pêche intense. Il y a une 50aine d'années, elles étaient si abondantes qu'on les donnait à manger aux cochons. Elles servaient même à faire de la colle. Mais depuis une 10aine d'années, les pêcheurs ne remplissent plus leurs filets. Pollution, barrages sur les cours d'eau et pêche intensive sont autant d'éléments qui rendent la vie dure aux civelles. En raison d'un cycle de reproduction qui dure de 10 à 15 ans, les populations d'anguilles se renouvellent très lentement. Ces civelles seront-elles assez nombreuses pour assurer l'avenir de l'espèce ? Quand passent les grues cendrées, les premiers froids sont tout proches. L'hivernage et ses habitudes s'installent doucement sur la baie. Le busard des roseaux se fait charognard à l'occasion. Si la baie de l'Aiguillon est un site privilégié d'hivernage pour les migrateurs au long cours, la plupart d'entre eux ne résistent pas à l'attrait des marais de l'intérieur. Ainsi, chaque jour, entre chiens et loups, les canards abandonnent la vasière pour aller barboter jusqu'à l'aube sur les prairies humides du marais Poitevin. On donne le nom de passé
à ces allées et venues crépusculaires. Ce sont les chasseurs qui attendent à l'affût derrière les digues ou confortablement installés dans leurs gabions. S'ils ne trouvaient pas la tranquillité requise, bien vite, les oiseaux déserteraient les marais intérieurs. C'est pourquoi, heureusement, des réserves naturelles et un parc régional ont été créés. Les espaces protégés jouent un rôle vital pour les oiseaux. Une large part du marais Poitevin est encore le domaine de la prairie et reste plus ou moins inondable en hiver. La baie de l'Aiguillon et l'estuaire du Lay sont l'exutoire naturel et obligé des eaux des 80 000 hectares du marais Poitevin. Ils le sont aussi des quelques 550 000 hectares de plaines et de bocages de l'arrière-pays. En traversant les régions intensément cultivées, les eaux se chargent de pesticides, engrais et autres substances polluantes qui, inévitablement, se déversent dans l'océan. Il ne faut pas oublier que les 2/3 des prises commerciales effectuées dans les eaux côtières proviennent de poissons, de crustacés et de mollusques qui naissent ou grandissent dans les baies et estuaires. C'est dire l'importance de ces milieux pour la collectivité humaine. Mais la baie, c'est aussi, en France comme partout à la surface du globe, un milieu écologique d'une grande rareté. Même si elle évolue naturellement vers un envasement lent, presque inéluctable, gageons qu'elle assure longtemps encore la prospérité de l'homme et de l'oiseau.